Bonjour et bienvenue sur Borbot. Je m'appelle Shina Donia et si vous m'écoutez pour la première fois, sachez que ce podcast est né d'une conviction simple. Les histoires les plus vraies sont souvent les plus impactantes. Je vais m'asseoir avec mes invités, des hommes et des femmes qui partageront leur parcours sans filtre, avec une seule volonté. Faire comprendre à ceux qui arrivent derrière eux qu'ils ne sont pas seuls et que le chemin n'est pas censé être droit, au contraire. Ils vont vous raconter l'histoire de leur vie, des histoires avec des détours, des cicatrices, des blessures, des recommencements, mais toujours des leçons. Que ceux qui ont des oreilles écoutent donc. Pour ce tout premier épisode, j'ai voulu faire fort, très fort, en invitant une personne chère à mon cœur que je connais très bien. Et justement, ce sont parfois les personnes qu'on connaît le mieux qu'on interroge le moins. Bonjour Tata Arley. Bonjour Shina, ma fille. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. On dirait la mère de Beyoncé. Est-ce que tu aurais imaginé il y a 40 ans, lorsque j'étais une toute petite fille qui venait parfois passer le week-end chez toi ou une semaine, qu'on se retrouverait dans un studio en train de te mettre le micro sous le nez? Non, jamais. Tu étais tellement timide que je ne t'imaginais jamais devant une caméra en train de me poser des questions. C'est vrai que j'étais une enfant qui rasait les murs. Les gens ont l'impression que j'ai toujours été vivace comme ça, alors que pas du tout. J'étais très à l'écart, mais j'observais beaucoup. Et du coup, en préparant ce podcast, je pensais à la première question que j'ai envie de poser à tous mes invités. Quel est ton souvenir le plus ancien de moi? Alors, le souvenir le plus ancien que j'ai de toi, ta cousine Daisy, devait participer à un concours de danse, à un spectacle, de danse. Et tellement excitée, elle faisait des entraînements dans la maison et moi, j'étais en train d'aménager, on aménageait. J'avais posé des tableaux sur le mur, des tableaux en verre. Ouais, qui n'était pas encore accroché. Qui n'étaient pas encore accrochés. Elle faisait des roulades et bim, elle s'est tapé le tableau. Elle s'est déchiré la fesse. Elle s'est déchiré la fesse. Elle s'est déchiré la fesse et quand j'arrive, Daisy a 8 points de suture Sur la fesse. sur la fesse. Et je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis partie, j'ai laissé ma sœur Ruth, qui est ta maman. Oui. J'ai dit, bon, écoute, moi je vais pour 10 jours, garde des enfants à la maison et je reviens, je trouve ce drame. Oui, entre guillemets, drame. Enfin, j'appelle ça drame parce que, bon, drame pour Daisy, elle voulait tellement participer à ce spectacle. Et finalement, elle n'y a pas participé. Et toi qui ne savais pas quoi me dire. Je t'ai dit, on attend des... Et tu me dis, je dis, mais Shina, qu'est-ce qui s'est passé? Et la seule réponse, Tata, on attend Daisy. Je me suis fait la même réflexion, disant que le souvenir le plus ancien que j'ai de toi, c'est diffus. Alors ça se joue entre Nomba Kele, donc du coup ce qui n'était pas ta maison, c'était la maison de ta maman, Danielle Albertine. Je me souviens qu'on est petit là-bas, je me souviens de maman Albertine, je me souviens de son parfum, je me souviens de la texture de sa peau même. Il me semble qu'elle était plutôt tactile avec nous les enfants, peut-être qu'elle me portait, je ne sais pas. Je me souviens, parce que j'ai une photo de Daisy et moi, on a 4-5 ans. Maman nous a emmené à un studio photo, on a des succès, les Chupatus. Effectivement. Je me souviens de ce jour-là, de la photo. Et je me souviens, je pense, tu avais une autre maison au centre-ville vers le... À l'avenue de Cointet. Voilà, quelque chose comme Avenue ça. de Cointet. Et je me souviens de cette maison qu'elle sentait toujours très bon le parfum. Tu vois, ça sentait bon. Ça sentait pas... ça sentait qu'il y a une ménagère, hein, qui fait le ménage, mais ça sent la soupline. Dans mon esprit d'enfant, tout dans ta maison sentait bon. Et je t'ai toujours associée à ces tatas parfumées qui sont bons, dans la maison sont bons. Maintenant, j'associe, entre guillemets, ces parfums à plutôt la cuisine, quand je pense à la maison, que ce soit au Gabon ou ici. Mais chez toi, il y a toujours quelque chose de chaleureux, une odeur, un parfum qui apaise et qui rassure, que ce soit quelque chose qui vienne de la cuisine ou même de ton parfum à toi. Et moi, j'étais cet enfant qui voyait cette tata qui est belle, qui est toujours apprêtée. Ah, merci. Mais non. Et moi, sur Insta, j'aime appeler cette tata la tante Chantal, qui est riche, qui a un mari qui est riche. Alors ça, t'as pas besoin d'avoir un mari riche. Toi-même, tu es riche depuis toujours. Quel est le souvenir le plus ancien que tu as de toi-même? Le souvenir le plus ancien que j'ai de moi, c'est la première fois où je vais à Abitam. Ok. Tu sais Donc, que qui est c'est notre village. notre village. D'où on est originaire. Voilà. J'avais longtemps pensé, parce que je suis née à Libreville, donc j'avais longtemps pensé que j'étais de Libreville. Finalement, vers l'âge de 6 ans, je vais à Abitam. Et le soir, au milieu du village, on faisait un grand feu, et on chantait autour. Donc on chantait, on dansait, et tu allais choisir la personne
que tu aimais voir le plus. Et ça se passait... Ben oui, c'est ce que ça voulait dire. Donc, on chantait. Et ça, c'est mon premier... Vraiment, le plus vieux souvenir qui m'a marqué, c'était de faire cette transition entre la vie de Libreville, qui était une vie relativement moderne, et cette vie au village, où il y avait la poussière, ce n'était pas encore goudronné. Et cette odeur de poussière, surtout quand il pleut un peu, c'est une odeur particulière, voilà. Donc, c'est vraiment la chose qui m'a marqué le plus. Mais les bagarres aussi, tu me dis que tu te bagarrais beaucoup avec tes cousins petits. Oui, je me bagarrais beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on revient de Libreville, ils nous prenaient pour des... Les gars de la capitale. Les gars de la capitale, on n'était pas forts, on n'avait pas le... Mais c'est vrai qu'au début, on n'était pas forts. Hein. Ce sont eux qui nous ont formés. Donc vous vous battez pour apprendre à vous battre? Ils nous apprenaient à nous battre. Okay. Parce que quand ils essayaient, pour une petite raclée, t'es par terre, tu mords la poussière. Mais ils nous ont appris comment on pourrait faire les clés 14, comment tacler, comment faire ceci. Donc ça nous a rendus plus forts. Et je me souviens que les petits frères de maman organisaient des bagarres. Des bagarres. On organisait même des bagarres entre les poules et on organisait des bagarres entre les chiens. C'est-à-dire qu'on était des enfants pas normaux. Et moi, il n'y avait pas toujours de filles de mon âge. Et du coup, des fois, je me retrouvais avec mon petit oncle Steve, qui est un garçon. Que tu aies 7 ans ou 10 ans, un garçon reste un garçon. Donc, il me mettait de ces raclées et j'avais pensé à une technique en me disant, OK, ça peut me sauver. C'était de faire l'hélicoptère. En gros, je pendais mes bras comme ça. Et je tournais en me disant, mais lui, il me saisissait juste et il me jetait même le sol. Et je ne comprenais pas pourquoi toute cette violence. Et du coup, je n'ai jamais été une vraie bagarreuse. En revanche, il y en a, on dirait qu'ils étaient nés pour se battre, ils étaient gâchous. Non, chérie, ce n'était pas de la violence. En fait, c'était une éducation. C'était une initiation. Il faut prendre ça comme ça. Okay. On ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, mais il fallait que tu apprennes à te défendre. Contre quoi? Contre tout ce qui peut t'arriver dans la vie. Par exemple, nous les filles, on pouvait avoir des prédateurs en face de nous, quelqu'un qui pouvait te violer. C'était une manière de te donner des instruments pour te défendre. C'est une culture qu'on nous a inculquée. Ce sont des valeurs. Tout ça fait partie des valeurs. Les valeurs, c'est pas seulement ne vole pas, c'est vrai, ce sont des valeurs. Mais les valeurs, c'est défends-toi. Peu importe qui est devant toi. Il faut que tu puisses te battre sans armes. Alors, toi et moi, nous sommes Fang, donc c'est un peuple plutôt connu pour... pour être un peu... Dans le Gabon, d'ailleurs, on est un peu partout dans le Gabon. Et il y a beaucoup de choses qui nous définissent. On dit que les Fangs ont la bouche, les Fangs sont sauvages, les Fangs sont ceci, cela. Mais c'est vrai que je ne sais pas à quel moment on adopte ça, mais ça fait partie très tôt de l'éducation des Fangs. On nous apprend des valeurs. J'ai l'impression que la plus importante, c'est au Bangam. Tu nous expliques ce que ça veut dire pour les non-Fangs? Au Bangam, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un avec qui tu te sens... Vous avez des liens. Ton frère ou ta sœur d'une manière ou d'une autre? Ça, c'est quand on arrive au niveau le plus bas, au niveau primaire. Quand tu vois ta sœur, tu trouves ta sœur, tu arrives de quelque part, tu trouves ta sœur dans une situation inconfortable. Elle est peut-être attaquée par un groupe, que ce soit pas forcément par la bagarre, même dans une discussion. Tu ne cherches pas à savoir de quoi il s'agit. Tu ne cherches pas à savoir si elle a... Tu ne cherches pas à savoir si elle a tort, si elle a fait quelque chose. La première chose, ce qu'on t'enseigne, tu prends d'abord sa part. Au Bangam. Au Bangam. Maintenant, après, quand l'histoire est finie, c'est là où tu lui demandes qu'au fait, c'était même quoi le problème? C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça, on nous a élevés dans ça. Vaille que vaille, tu défends d'abord les tiens. Ouais, voilà, vous êtes... Maintenant, après, tu demandes, au fait, frérot, tout ça là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il faut toujours te référer au groupe. Donc, ton groupe, ton clan... Ton groupe, ça descend quoi? Ton groupe, ton clan, d'où tu viens. Après, ta famille. Ta famille, c'est encore pire. Parce que pour ta famille, tu se répètes à faire des choses parfois qui peuvent être un peu plus compliquées. On n'est peut-être pas loin de la logique de la famille Corleone dans le film Le Parrain, où le parrain, Michael Corleone, il disait à son frère Fredo, je crois, tu prends jamais position contre la famille devant les gens. À la maison derrière, tu vas même aller gronder ton frère, ta soeur, ce que tu veux, mais devant les gens, toujours faire un front uni et toujours défendre. Et je sais que beaucoup de gens ont du mal à comprendre le principe d'Obangam, mais moi, je sais que, voilà, on peut aller cacher un cadavre s'il faut, je vais défendre ma personne. Obangam, c'est ça. Obangam, c'est que tu ne cherches pas à savoir ce qui se passe. Ton sang est en danger. Ton parent est en danger. Mais on règle d'abord le problème.
Maintenant, après, tu sors ta personne de là. Tu sors ta personne de là, l'essentiel que tu sortes ta personne de là et lui demander, mais finalement, tout ce qui s'est passé là, c'était quoi le problème? Ensuite, tu peux le moraliser. Mais bien évidemment que non seulement tu le moralises, mais tu lui donnes une bonne raclée par derrière. Okay. Mais pas devant les gens, mais ça c'est en cachette. Derrière. C'est pas un peu la même chose qu'on applique au couple, par exemple, où devant les gens vous faites front uni, devant la belle famille ou les enfants, mais derrière, les mamans peuvent aller gueuler un petit peu sur le papa dans la chambre. Mais même dans le couple, vous pouvez vous disputer tout de suite. Peut-être même vous... Mais quand les gens arrivent, tout le monde... Chérie, alors que, il y a 5 minutes, vous vous êtes étripés comme voilà, comme des sauvages. Mais c'est toujours cette... comment on veut dire, comment on peut expliquer ça? Cette idée de protéger les siens. Okay. On les protège d'abord. Okay. Et puis après, en arrière-plan, en back-office, on règle le problème en profondeur. Et c'est quelque chose qui ne se discute pas, être bagarre. Et ça ne se dispute pas. Aucun... Nous, qui sommes du Septentrion, ça, c'est quelque chose qu'on t'inculque très tôt. Très tôt. Peu importe ce qu'a fait ta sœur, ton frère, ton oncle, ton parent, tu prends d'abord sa part, s'il est en danger, et après... Mais parfois, tu te rends même compte que l'affaire pour laquelle tu t'es mouillé n'en valait pas la peine. Mais bon, tu l'as fait. Et que ta personne avait bien. Et la personne avait même bien tort. Ton frère a tort, ta sœur a tort, ta tante a tort, ton oncle a tort. Mais ça se passe maintenant en back-office. Tu comprends que les gens le voient mal? Il y en a qui le voient mal. Mais pour nous, peu importe. Okay. Ça va toujours persister. Et ça persiste. Okay. Tu es ce qu'on appelle Mwana Bonyabo chez les femmes. C'est-à-dire l'enfant des grands, l'enfant de grandes personnes, parce que tu as été très tôt au contact de personnes âgées qui, du coup, ont fait cette sorte de transfert de culture, de tradition, de connaissances. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui se perd, mais surtout, qu'est-ce que tu en gardes au point que ça fait partie de qui tu es devenu aujourd'hui? J'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère. J'ai vraiment eu cette chance-là. Et elle m'a inculqué des valeurs que je n'ai pas pu obtenir d'autres personnes. Même pas de ma mère, même pas de ma grand-mère. Parce qu'elle était d'une autre génération? Parce qu'elle était d'une autre génération. Elle est morte centenaire. Donc j'ai pu avoir... et on avait ce lien très étroit. C'est laquelle, Nangebor? Nangebor, okay. Voilà. C'est mon arrière-grand-mère. Okay. Mais elle m'a inculqué tellement de choses. Est-ce qu'on va dire ça des secrets? Non. Tellement de valeurs. Par sa manière d'être ou par les choses qu'elle disait? Les deux. Mais quand elle me parlait... elle n'a jamais été à l'école. Okay. Quand elle me parle d'Égypte... Hein? Oui, elle me parlait d'Égypte. Okay. Sur son front, il y avait la demi-lune. C'était un signe de beauté. Un tatouage? Un tatouage. D'accord. Comme elle l'a eu, elle ne le sait pas. Mais elle me raconte un long parcours où ils ont descendu une rivière et après, les frères se sont dispatchés. À l'époque... j'écoutais, mais je ne comprenais pas très bien. Mais aujourd'hui, avec mes recherches, j'ai compris ce qu'elle me racontait. Ce sont des choses qui peuvent aujourd'hui s'expliquer. Après, tu as été très proche aussi de figures plutôt masculines, notamment pour... Oui, Papa Lambert. Papa Lambert, oui. Oui. Et lui, celui qui t'initie, pour ainsi dire, à la politique, parce que très tôt... Exactement. Oui, je prends graine. Virus. Je chope le virus. Il est mort, il était sénateur. Il m'emmenait à des meetings à minuit. Tu as quel âge comme ça? Je devais avoir quoi, 8 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, attends. Je partais dans sa voiture. Et je me rappelle, il y avait une 403 noire, intérieure rouge cuir. Okay. Et ça sentait le rouge cuir. J'ai jamais oublié cette histoire-là. Tu vois la mémoire olfactive, arrête, je suis un enfant. Parfois, il m'emmenait, parfois je me cachais. Je savais qu'il devait partir. Et ils avaient des réunions tardives. Okay. Mais tellement ça m'intéressait, je me cachais derrière le siège. Je me couchais juste au siège passager arrière. Libreville? Non, là, à Bitam. Okay. Et des moments, il voulait m'emmener, et des moments, il ne voulait pas m'emmener. Mais moi, je partais. Je montais dans sa voiture et j'y allais. Et le soir, c'était comme si on avait ramené tout le peuple du Gabon dans ce village-là, qui était si petit, qui n'avait même pas d'électricité. Donc c'est là que tu fais tes premiers pas, entre guillemets, dans la politique. En tout cas, tu as l'occasion d'entendre,
de voir les gens faire de la politique, mais tu es encore très jeune. Toi, comment on est des enfants d'étrangers qui sont passés par là, Oui. qui ont rencontré nos mamans? Qui ont rencontré. Il me semble, alors j'étais pas née, mais pour t'avoir entendu parler de ça de temps en temps, que ton papa avait séduit Maman Albertine avec une guitare et c'était un Américain. Initialement américain du Sud. Mais il vient d'où d'Europe au départ? Parce qu'il est... il vient d'Irlande. Ah ouais, d'accord. Je suis irlandaise. Ça, dans ma vie de tous les jours, ça se sent. Je suis irlandaise. Donc, ça là. Irlandaise. Donc, on ne peut rien faire. Okay. Il y a les gènes, c'est terrible. Hein? Oui, il y a des choses que les gens... Même lui-même, il me regarde, il me dit, mais t'es encore plus irlandaise que moi. D'accord. J'ai dit, mais c'est toi? Moi, ok, donc tu es Irish. Irish, yes. Mais donc, à ce moment-là, il est américain. Il vient faire quoi, gamin? À ce moment, il est américain. Il avait ses parents qui avaient, je n'ai pas honte de le dire, j'assume mon histoire, qui avaient des plantations. Dans le nord? Dans le sud des États-Unis. Ok. Qui avaient des plantations avec des esclaves noirs. D'accord. Donc, mon père se rebelle un peu, depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il fait? Ils avaient comme, les parents de mon père avaient comme ami le docteur Albert Schweitzer. Ok. Donc, qui est une grande figure de la médecine. De médecine. Qui était à Lambaréné. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Mon père et sa sœur, tante Tony, qui a travaillé dans une unité spéciale, c'est pas la peine d'en parler ici, ont fait leurs études en Suisse, chez les parents du docteur Schweitzer. Il faut se rappeler que le docteur Schweitzer était suisse. Donc, il vient s'implanter à Lambaréné pour faire ses recherches. Et aux États-Unis, en fait, chez les Américains, quand tu termines tes études, tu as une année sabbatique. On te dit, bon, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux l'apprendre. Et mon père dit, je veux aller en Afrique. En Afrique, chez le docteur Schweitzer à Lambaréné. Donc, il va à Lambaréné, il rencontre le docteur Schweitzer, et de là, il dit, bon, ben, Lambaréné devient trop petit. Et le docteur Schweitzer lui dit, j'ai un autre ami qui s'appelle le docteur Piguet. On peut faire des recherches, qui est aussi suisse et qui était à Bitam. Donc, Bitam est dans le nord, Lambaréné dans la région des lacs. Oui, presque dans le centre. Voilà. Et donc, il dit, écoute, tu vas aller voir mon ami, le docteur Piguet, il est à Bitam. Bon, bah, il est médecin aussi. Et ma mère avait fait des études d'infirmière à l'époque coloniale. Et quand elle termine, on demandait à l'époque à chacun où est-ce que tu veux commencer ta carrière. Elle a choisi Bitam parce qu'il y avait sa grand-mère et il y avait sa mère. Oui, c'est chez elle. C'est chez elle. Donc elle choisit Bitam et elle est l'assistante du docteur Piguet. Comme par hasard. Et mon père, qui vient voir le docteur Piguet, trouve l'assistante. Bon, mon père, bon, il parlait un français un peu... Oui, parce qu'il est américain. Parce qu'il est américain. Et il demande à ma mère à rencontrer le docteur. Donc, il donne son nom. Le docteur Piguet le reçoit. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il revenait maintenant voir le docteur Piguet constamment, juste pour voir ma mère. Un peu trop. Un peu trop. Et après, ma mère était fonctionnaire, donc à Bitam, à la montée, là, vers où il y a le bureau de douane. Ok, oui. Le gendarme, voilà. Tu vois, les maisons qui sont là sont les maisons des fonctionnaires de l'époque. Oui, après, chez les Eli, quand tu vas rentrer chez le préfet. Tu ne rentres nulle part, juste les maisons qui sont là. Oui, en bord de route, mais il y a un petit chemin qui va là. Il y a un petit chemin. Tu vois, voilà, Bongoman. Donc, les maisons qui sont là, c'était les maisons des fonctionnaires. Ok. Et ma mère habitait là. D'accord. Et c'est comme ça que mon père venait voir ma mère. Et ma mère, quand elle me raconte, c'est comme ça que moi, aujourd'hui, je bois du café au lait. C'était du café au lait et il avait une guitare. Ah, il lui emmenait du café au lait? Il venait faire du café au lait et il lui jouait de la guitare. Et elle a craqué? Et elle a craqué. Ok. C'est comme ça que tu... Et c'est comme ça que je suis là, tout simplement. Alors, fast forward. Tu es à Libreville, tu es plutôt une élève brillante. Quand tu es petite, tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard? Comme étude, ce que tu veux faire comme métier? Oui. Je choisis de faire philosophie parce que je voulais être assistante sociale. Et pourtant, tu finiras directeur financier. C'est ça le problème. C'est-à-dire que même quand je pars du Gabon, quand j'ai mon bac, moi j'ai choisi la série A4, j'ai fait philosophie.
Et quand je pars du Gabon, j'arrive ici, je rencontre au fil du temps, je viens plus tôt que la rentrée, et je rencontre quelqu'un qui est aujourd'hui, paix à son âme. C'est quelqu'un qui était proche à quelqu'un qui m'est très cher. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec l'assistante sociale? Je viens avec ma fille, parce que j'ai déjà ma fille. Daisy, oui. J'ai ma fille Daisy, que j'ai il y a 17 ans et demi. Maman et toi, vous allez nous avoir au même âge, très jeunes. Voilà. Nous avions, à 6 mois d'écart, des enfants très jeunes. Et on nous a pris pour des parias. Parce que vous êtes tombés enceintes. Parce que nous sommes tombés enceintes. Nous n'étions pas mariés. Il n'y avait pas de dot. On s'est dit, mais... Et on était très proches, en fait. C'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard. Et c'est comme ça que nous tombons enceintes à 6 mois d'écart. Et c'est comme ça que Daisy et toi, vous avez 6 mois d'écart. Un peu jumelles. Voilà, vous êtes mes jumelles. Okay. Voilà. Donc toi, tu viens étudier avec Daisy dans les... Oui. Pourquoi? Parce que comme à l'époque, on avait pensé que le fait d'avoir fait cet enfant très tôt, je n'avais pas réussi à ma vie. J'étais métisse, peut-être pas très, très moche. On s'est dit, bon, ben c'est fini, elle va pas... Mais ça m'a donné la force. Ça m'a donné ce que je vais emprunter aux Sénégalais. Ça m'a donné la niaque. Okay. Et ça m'a permis de construire ma vie. Je me suis dit, je ne veux pas abandonner, j'assume. Parce que tu as eu un bébé si tôt, tu t'interdisais de... Je m'interdisais des choses, d'être sous la coupe de quelqu'un. Je me suis dit, je vais leur montrer que j'ai peut-être fait cet enfant tôt. Et ça ne m'a pas m'empêché d'être celle que je veux être. Alors moi, maman m'a bastonnée quand elle a su que j'étais enceinte. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu mon premier enfant au même âge, très tôt. Toi, on t'a tapé ou pas? Non, on m'a pas tapé, on m'a chassé. Ah oui, d'accord. On m'a chassé. Yeah. On m'a dit ici, pas de bac, pas d'études, pas de diplôme, pas d'enfant. Et je suis allée habiter chez une de mes tantes. Okay, vraiment. Eh bien oui, je suis allée habiter chez une de mes tantes, qui n'était pas gabonaise, qui était congolaise centrafricaine, qui était la femme de mon oncle, le petit frère de ma mère. Elle m'a recueillie chez elle, jusqu'à ce que je sois à terme. Et c'est là que... Et quand je suis à terme, qu'on m'amène à l'hôpital, elle dit quand même à ma mère. Et c'est là où ma famille prend possession de moi. Tu connais les femmes. Oui, l'enfant est comme ça qu'on me récupère, mais je n'ai pas oublié. Je n'ai pas subi de sévices, je n'ai pas subi, mais ça fait naître en moi cette force, ça fait naître en moi cette femme forte que je suis et qui n'a pas peur de... Je n'ai pas peur d'un combat, peu importe la grandeur de ce combat. Ah, qu'à 17 ans, tu as déjà eu oui. de te prouver que tu pouvais... À 17 ans, je pouvais faire face à tout. Mon enfant naît, j'ai 17 ans et demi. Je passe mon bac, je réussis mon bac du premier coup avec mon enfant. Je présente mon dossier au boursier stage et ma bourse d'assistante sociale. Et quand j'arrive ici, je viens un peu plus tôt. Et on me dit, mais assistante sociale, tu vas gagner quoi? Tu as un enfant. Et cette personne très proche d'une personne qui m'est chère va te réorienter, me dit, écoute, prends des cours, tu vas passer le concours pour une école de commerce. J'aimais pas les maths. J'aimais la philosophie, j'aimais le français, j'aimais les anecdotes, j'aimais écrire. Et je prends donc ces cours pendant l'été et je passe le concours de l'école supérieure de gestion qui est devenue aujourd'hui Paris Business School. Ah oui, d'accord. Et voilà. Et j'ai mon concours. Et je vais à l'école et je fais tout mon parcours avec brio et avec mention. J'étais la seule personne à cette époque-là. Si j'ai des gens, des collègues, parce que je suis dans le réseau de Paris Business School, j'étais la seule personne à avoir fait une terminale A. Philosophie et réussir. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je ne suis pas sur un terrain qui m'est favorable. Je vais me battre. Et je me suis battue.
Ouais, t'es pas venu étudier les bras ballants, Ah ben non. que pourra. Ah non, non, non. J'ai un enfant que je dépose à l'école parce qu'on commençait à 8 heures. On habitait à rue Pelleport, c'était dans le 20e. Je déposais Daisy à l'école à 7h30, je payais. Et il fallait que je sois à l'école à 8 heures. Ah oui. Et je revenais chercher ma fille. Tu faisais tes devoirs? Je faisais mes devoirs. Elle faisait ses devoirs, je faisais mes devoirs. Et j'ai passé comme ça ma scolarité avec brio. Jusqu'à ce que c'était une école d'une congrégation spéciale qui ne joue pas avec l'argent, m'a pris pour quelqu'un qui devait représenter leur école en Afrique. La première fois que je vais en Côte d'Ivoire, je suis payée par Paris Business School, par l'École supérieure de gestion. Pendant que tu es encore étudiante? Pendant que je suis en 4e année, parce que je fais l'expertise en management, c'est comme ça qu'ils m'envoient, ils me disent, écoutez, vous allez aller vendre Paris Business School, enfin l'École supérieure de gestion en Côte d'Ivoire, parce qu'ils voulaient avoir des étudiants de Côte d'Ivoire qui pouvaient venir à Paris. Et voilà. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai passé le concours de l'IAE, l'Institut des administrateurs des entreprises. J'ai été retenue à Caen. J'ai eu un DSS en management des entreprises et j'ai refait un DEA. La go aimait l'école. J'aimais l'école. J'aimais l'école parce que j'avais ça au fond de moi. Mais quand tu termines, tu rentres immédiatement avec eux? Quand je termine avec... oui, je rentre. Je rentre et je suis retenue dans 2 boîtes à l'époque qui payaient bien. Parce qu'il ne faut pas oublier, Tata aime l'argent. Son argent qu'elle travaille. Bien sûr. Donc, je passe le concours à la SEG, Donc, Société d'énergie. Société d'énergie et d'eau du Gabon, et je passe le concours à l'Office des postes et télécommunications du Gabon, OPT. Et tu es prise à l'OPT? Je suis prise d'abord à la SEG, et ensuite à l'OPT. Maintenant, il fallait choisir. Ah, les deux te retiennent? Les deux me retiennent. Mais chaque manager a sa manière de te convaincre. Ils sentent que tu as du potentiel. Et la personne qui m'a vraiment donné de l'assurance, c'était M. Soir, à qui je rends hommage aujourd'hui. Thomas Soir? Thomas Soir, Okay. Père son âme, qui me dit, tu es trop brillante pour aller à la SEG. Ici, je te propose un plan de carrière. C'est fou que tu dis ça parce que moi, quand je rentre en 2004, que je cherche du travail, j'ai cherché un mois. Au bout d'un mois, ça m'a saoulée. Je me suis dit, c'est bon, je ne trouve pas de travail. Moi, je vais créer mon propre job. Le premier contrat que j'ai, c'est avec Liberty, donc qui est la filière mobile de Gabon Télécom, OPT. Exactement. Le président, donc c'est Monsieur Thomas Soir, et c'est lui qui me donne mon premier contrat donc avec Liberty. C'est une grosse opération, 06 gagnant, je me souviens. Et à l'époque, son assistante s'appelait une dame métisse qui a été en diplomatie à Londres, Madame Monique. Monique, oui, là j'étais déjà partie moi au ministère des Finances. Monique, oui. Tellement adorable. Si. Tellement adorable que Si. Elle m'obtient, enfin, c'est par tonton Jean-Philippe que j'ai eu le rendez-vous. Je me souviens, monsieur Soir me fait passer l'entretien. Il regarde mon CV, il me dit, vous avez des expériences très courtes. Je dis, oui, ce sont des stages de fin d'études. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous avez comme référence ici? J'ai dit rien, c'est mon envie de faire les choses bien. Et il avait un comité de direction, donc il me dit, suivez-moi. Et me voilà au milieu des directeurs ceci, directeurs cela. Et je reconnais un visage familier, Jean-Lié Massala, que tu dois connaître, Père Sandam également. Oui, Père Sandam. Il était un ami de maman et de toi, qui grouvait avec maman à l'époque. Et il me voit, il sourit. On grouvait au Night Fever. Bien sûr. Ah ben ça, on ne pouvait pas faire autrement. Qui est mon premier employeur d'ailleurs, mon premier job d'été à l'époque avec Air Gabon, c'était avec Monsieur Massala. Et il me fait signe après, ah, mademoiselle, vous êtes rentrée, c'est très bien, là, là, accrochez-vous, là, là. Et ensuite, il devient même un de mes clients. Mais c'est vrai qu'en se rendant compte, Monsieur Soir, comme beaucoup de gens, ont dû servir de pont de début de carrière à beaucoup, beaucoup de monde. Et on n'a pas toujours l'occasion de les remercier. Moi, oui, je lui rends hommage. Mais du coup, il t'aura donné ton premier... Il m'aura donné mon premier poste. Et tout de suite, il me trace un plan de carrière. Okay. Il me dit, écoutez, vous allez commencer à travailler comme assistante chez moi. OK. Et à ce moment-là, on créait la direction du contrôle de gestion.
qui n'existait pas. Et il y avait un Français qui était là, qui était directeur. Donc je travaille 6 mois à son cabinet comme assistante et il m'affecte dans cette direction-là. Et c'est ce monsieur-là qui me forme au contrôle de gestion. Bon, c'est vrai que j'avais les bases de contrôle de gestion. Vu mes qualifications universitaires, j'avais des bases. Mais là, je suis maintenant partie sur le terrain et j'ai appliqué le contrôle de gestion. Ensuite, tu vas monter plutôt dans la direction financière, un métier plutôt masculin, où il y a beaucoup d'hommes du coup. Toi, tu es une femme, tu es jeune, tu es jolie. Tu as du mal ou tu joues des coudes? Les deux. Tu t'imposes comment? Je m'impose parce que quand je suis à la direction du contrôle de gestion, le Français, l'expatrié s'en va, je deviens directeur du contrôle de gestion. Ah ouais, quand même. Ah ben oui, quand même. Donc, en étant directeur du contrôle de gestion, je ne veux pas couper avec mon monde universitaire. J'enseigne en même temps à l'Institut de gestion. Mais là, tu as quoi, la vingtaine? Je dois avoir 26, 27 ans. 27, 28 ans. Donc, dans ces années-là. Donc, je vais à l'Institut de gestion et j'enseigne. Donc, j'enseignais en même temps, j'enseignais après mes cours et je travaillais. Et dans ce milieu d'hommes, comment tu trouves ta place? Dans ce milieu d'hommes, de la direction, du contrôle de gestion, on n'était pas nombreux. Donc, vis-à-vis des hommes, j'ai dû m'imposer, travailler 2 fois plus pour imposer ma notoriété et ma compétence. Et la différence qu'il y a eu, que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que les hommes ont apprécié ta compétence, tu les as acquis pour toujours. C'est-à-dire que les meilleurs collaborateurs que j'ai eus, c'était les hommes. Parce qu'ils ont accepté que malgré sa jeunesse, elle est compétente. Au milieu de mon parcours, arrive la conférence, enfin, la démocratie dans les années 90. 93? 90, ça commence à 90, 93. Où c'était à l'époque de feu président Mitterrand, qui dit, bon, on va donner... Ah, le multipartisme. Le multipartisme, parce qu'à cette époque-là, on est quand même... Il y a un seul parti qui est PDG, auquel nous appartenons. Personne ne va me dire... C'est bien beau, moi j'aime bien ce qui se passe. Bon. On était tous affiliés au PDG, puisqu'on cotisait. Veut pas veut. Ah bon? Veut pas veut. Mais bien sûr, on cotisait au PDG. Moi, je me souviens qu'à l'école primaire, il y avait la levée du drapeau. Oui. Mais on chantait des chansons à la gloire du parti. Le 12 mars, on allait défiler. Je me souviens de la chanson le 12 mars. Des nationales, les deux. Et... Bongo a choisi. Tu vois? Mais on était un peu embrigadés comme ça, comme en Corée, où les enfants apprenaient des chansons d'un parti, du parti unique. Mais c'était le parti unique. Donc c'est là que ça va imploser. C'est là où, je pense, la stratégie de feu président Mitterrand, à partir de la conférence de la Bolle, il dit, bon, écoutez, les pays africains, il faut ouvrir un peu. Il faut ouvrir un peu, on va établir la démocratie. On décale le multipartisme. Enfin, le multipartisme, on va dire ça, c'est plus, hein, mais bon, enfin bref, le multipartisme, ok. Le multipartisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire les partis cachés, qui étaient notamment le Morena à l'époque, le Morena, qui étaient les opposants cachés, mais qui étaient là quand même, qui disaient ce qu'ils avaient à dire. Il y avait l'UPG déjà? Non, pas encore. C'était le Morena et c'était le PDG. Mais qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur du PDG, quand arrive le multipartisme, se crée un courant de jeunes qu'on a appelé les rénovateurs. Donc les rénovateurs, c'est une branche du PDG. Mais c'est les jeunes qui disent, OK, on était dans le PDG, mais maintenant on veut donner quand même, on veut faire valoir nos idées novatrices. Et il y a un tandem dedans, Ali Bongo, le tandem, les créateurs que je connais, André Baobam, Ali Bongo, Ngulakia Léon Paul, Antoinette Ndo, et Ngonga Eo Owono François.
Voici les créateurs, les rénovateurs, les créateurs. 4 heures et une femme. Ça, c'est ta grande sœur. Et au passage, Madame Do est ma sœur aînée. Et Madame Do, ma sœur aînée, est directeur général du protocole d'État. Donc, elle ne peut pas faire de la politique. Elle ne peut pas. Donc, Madame Do me dit, écoute, est-ce que la politique t'intéresse? Ah, je dis, moi, non. Moi, la politique, tu sais, moi, je suis crue. Et pourtant, depuis petite, c'est déjà là. Oui, mais quand je voyais comment... Moi, j'étais crue. Je disais les choses. Okay. J'ai créé pas mal de choses. Tu es une femme politique de l'ombre. Je suis restée une femme politique de l'ombre. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas porter atteinte. Mes enfants, c'est la chose la plus chère. Okay. Je ne voulais pas qu'on fasse un lien entre ce que je pouvais écrire, ou si je prenais la parole moi-même, par rapport à mes enfants ou à ma famille. En gros, à ce moment, tu n'as pas le courage politique que tu auras 20, 30 ans après. C'est pas que je n'ai pas le courage politique, on ne nous donne pas l'occasion d'aller plus loin. Parce que vous étiez femme? Je ne sais pas. Mais la première fois où je suis moi, il y a eu le congrès du parti en 1993, où les barons du parti, du PDG, sont partis. Okay. Ont quitté le navire. Les PDGistes qui avaient profité du système à l'époque n'étaient plus là. Ils avaient formé leur parti. Donc on s'est retrouvés, je me rappelle bien. Rapporteur général Nguédé Manzella, paix à son âme, Michel Menga, Angélique Ngoma, qui est toujours au PDG, du coup. Qui est toujours au PDG, Mbomo Michel, paix à son âme, et moi. Ok. Vous êtes bien jeunes. On est bien jeunes. Bon, Nguédé Manzella un peu moins. Les plus jeunes, les deux jeunes, c'était Angélique Ngoma et moi, et nous étions les deux femmes. Tu sais quoi? Je viens de me souvenir, moi, de la première fois que je vois Angélique Ngoma. Effectivement, elle prend la parole pour le PDG. Elle passe sur TV+, une chaîne où je fais un stage pendant que je termine mes études. Et je ne sais pas ce qu'elle expliquait. C'est une émission de débat. Et à un moment, elle dit cette expression, nanana, que je l'ai applaudi à m'en rompre les phalanges. J'ai adoré l'expression. Je dis que c'est du beau français. Oh là là, rompre les phalanges. Et j'ai toujours essayé de la placer. Moi, j'ai placé aujourd'hui. Mais ce que je trouvais de très beau aussi chez elle, c'est qu'elle avait la beauté que ma grand-mère nous disait était la vraie beauté. Cette femme noire. Cette femme noire, naturelle. Pas défrisée, pas maquillée. Exactement. Mais surtout, tu sentais qu'elle avait lu des livres, qu'elle était allée... Oh là là. Puis j'ai applaudi à m'en rompre les phalanges. Ça m'est resté, hein, mais ça fait plus de 20 ans. Bah oui. Toi. Et on est quoi, 20 ans après, elle défend toujours ce parti auquel elle a adhéré très jeune. Donc là, tu commences à monter professionnellement. Ton engagement ou ton investissement politique aussi est là. Et puis, à un moment, tu rentres aussi dans l'entrepreneuriat, tu découvres le continent, qu'on appelle l'Asie, la Chine. Tu commences à ce moment à bâtir. Je rentre dans l'entrepreneuriat parce que je me suis dit, il faut absolument que je me fasse sur le plan matériel. Que tu sécurises quelque chose. Que je sécurise ma lignée. Donc là, tu as Daisy là, et tes deux garçons après. J'ai Daisy et j'ai les deux garçons. J'ai eu Daisy, les deux garçons sont venus dès que je suis rentrée dans le monde professionnel. Parce que, sauf être un peu inconscient, je ne peux pas faire d'enfant pendant mes années d'études. Donc, je me dis, je vais bâtir quelque chose. Ton salaire de fonctionnaire ne te permet pas de te créer un patrimoine. Donc, je crée mon entreprise Symbiose, où je commence avec... Tout se retrouve. C'est toujours M. Baobab qui me présente au plus grand sculpteur de l'époque de la pierre de Mbigou. Nkominze? Non, qui s'appelait Skiti. Ah, okay. Mais Nkominze, lui, était peintre. Il était peintre à l'ENAM. Il me présente Skiti. Donc c'est comme ça que je rentre en contact et que je suis séduite par la pierre de Mbigou. Et je commence à voir la pierre de Mbigou, comment on peut la sculpter, comment moi je peux la mettre en valeur, comment je peux l'habiller d'or, comment je peux mettre des pierres précieuses. Et je commence aussi, pendant mes missions ou pendant ma période de congé, à aller en Asie.
Je commence à aller en Asie, je trouve des choses pas mal, à des prix abordables. J'ouvre donc mon magasin et je commence à faire de l'entrepreneuriat. Et là, tu as la chance d'être bien introduite. Donc, les femmes de s'approvisionnent chez toi pour décorer leur maison. Oui. Les amateurs d'art t'achètent des pièces. Et dans l'art également. Puis vient la mode. Je suis dans l'art et la mode vient bien après. Ok. La mode vient par un concours malencontreux ou chanceux pour moi. Donc, je prends une dame européenne pour tenir mon magasin pendant que je travaille. Et à un moment, je passe de l'entité Gabon Télécom, où j'étais chef du département des finances, je vais au ministère des Finances parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour faire la restructuration des sociétés d'État. C'est comme ça que je suis, par mon grade de directeur des postes, qui était le grade le plus élevé. Directeur des postes, c'est un grade, tu passes inspecteur général, après tu passes directeur des postes. Donc directeur des postes, on me fait juste une passation pour être inspecteur général des finances. Et je fais le CFEB. Entre-temps, je coupe, je viens faire le CFEB. Tu retournes à l'école ici? Je retourne à l'école ici. Pourtant, j'ai directeur à une position très élevée. Je reviens parce que je veux être inspecteur général des finances. Que tu deviendras? Que je deviendrai. Bien sûr. Donc, je viens au CFEB pour 18 mois. On passe un concours. C'était la Caisse française de développement qui avait son centre de formation, qui est devenu aujourd'hui... c'est toujours la Caisse... L'AFD, l'Agence française de développement. Ils avaient une structure de formation. Je passe le concours et je suis retenue. Donc, je passe 18 mois. Et je fais je prends option finance et banque. Pas mal, avec une belle mention. Je repars au Gabon. Donc, je fais maintenant la transition pour aller au ministère des Finances. Okay. Et à l'époque, pour être inspecteur général des Finances, il fallait être passé par le CFEB, l'Ntutumeman, les Oyimba. Ils sont passés par là? Ils sont passés par là. C'était l'une des conditions à l'époque. De 200 à 300, on est resté peut-être 30 ou 50 inspecteurs généraux des finances. Donc, je fais partie de ces personnes. Et je suis nommée conseiller du ministre des Finances, chargé des privatisations. Ok, madame. Ben oui, monsieur, madame. Et c'est comme ça qu'on me donne le dossier de la Socio. C'est comme ça que je fais la privatisation de la Socio. J'ai réussi à ne pas mettre beaucoup de familles à la porte. Et comment je rentre dans l'art coréen, il y avait tellement de décisions, parce qu'on est sous le FMI quand même, sous l'ajustement structurel. Okay. Et il y avait des conditionnalités. Là, on est en quelle année comme ça? Je suis inspecteur général des finances 93, je pense. Les années 90? 90, 94, 95, enfin 94, 95. Il fallait qu'il va y avoir une dévaluation du franc CFA, quelque chose, non? Oui, c'est presque à ces moments-là. Nous, on l'a su bien avant, parce que moi, je travaillais avec les institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI. Donc, c'est comme ça que nous, on savait plus ou moins qu'il devait y avoir une dévaluation du franc CFA. Mais bon, on ne pouvait pas la rendre publique tant que la CEMAC, l'UDEAC n'avaient pas rendu publique la décision. Et c'est comme ça que je suis conseiller du ministre des Finances, chargé des privatisations. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4 privatisations. Et c'est comme ça que je vais chercher des financements en Arabie Saoudite, en étant une femme, pour créer ce qui est devenu aujourd'hui le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Okay. À l'époque, ce que nous avions créé, moi et 2 ou 3 personnes, sous l'impulsion de M. Ali Bongo et de Baobab, qui étaient des fins politiciens, on avait créé ce qu'on appelait le Fonds pour les générations futures. Okay. Qui a été transformé. C'est-à-dire qu'une partie du budget devait être allouée à ce fonds pour les générations futures. Donc il fallait aller chercher les financements. Qui partait chercher les financements, c'était moi. J'étais une femme. J'allais où? À la Banque islamique de développement. Elle se trouvait où? En Arabie Saoudite. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu négocier ça. Et puis on a créé ce fonds pour les générations futures.
À chaque fois que je te vois avec maman, donc qui est ta cousine, avec tes autres sœurs, des amis, etc., tout ce que moi je vois, c'est Tata Arlette. C'est-à-dire cette tante, comme j'ai dit, qui est toujours belle, apprêtée, parfumée, mais très aussi down to earth, qui est vraiment cette femme forte, cette bitamoise. Tu es toujours en train de cuisiner, vous êtes toujours en train de raconter des histoires. Parfois, j'ai des histoires de mecs, l'autre m'a fait si, j'ai fait comme ça. Bien évidemment, nous sommes des femmes. Oui, Nous sommes des jeunes filles. Et moi, je me mettais dans les canapés, les trucs comme ça, où je rasais les murs. Mais j'ai même pas idée que tu fais des choses aussi grandes et que tu rentres dans des pièces aussi fermées. Mais quand tu es avec tes cousines qui peut-être n'ont pas le même parcours, maman par exemple n'a pas eu son bac, jamais tu ne traites les autres différemment. Tu es toujours, je suppose, de tes cousines de 14-15 ans que vous êtes toutes ensemble. Ah, d'accord, elles sont fortes, je m'en rends beaucoup plus compte aujourd'hui que tu étais quand même amené à toucher le ciel, mais quand tu redescendais sur terre, tu enlèves les chaussures et vous êtes juste là, vous parlez jamais en français, vous êtes toujours en train de parler fort. C'est que des nanas en fait. Jamais tu prends de haut, jamais tu ne veux montrer que tu connais trop. C'est-à-dire que, quel était l'intérêt pour moi De venir les taguer de venir les taguer avec ça, de dire que j'ai fait ça, que je suis allée à tel endroit, que je suis allée en Suisse en jet privé, aller négocier avec Monsieur Castel pour la SUCAF, pour la Socio, pour la Sobraga. Quel était c'était pas leur problème. On avait nos problèmes de filles. Et moi, j'aimais parler en fang parce que ça enrichit mon fang. Mais quel était l'intérêt pour moi de venir dire que je connais... Mais s'en fout de SUCAF. Moi, je m'en fous de ça aussi. Je suis chez moi à la maison, ce sont mes sœurs. On parle enfant, je m'enrichis. Elles aussi, je leur donne des petites notions de... Elles savent, peut-être ta mère ne t'avait pas dit, tu étais trop jeune, du 3. Je dis, quand vous avez l'argent, il faut avoir 3 enveloppes. Pourquoi? Je dis, il y a l'enveloppe pour acheter ta petite marchandise, il y a l'enveloppe pour payer tes charges, et il y a l'enveloppe pour tes économies. Donc, elles avaient la règle 3. C'était des petites notions comme ça que je distillais doucement pour qu'elles comprennent. Mais je n'avais pas leur parler d'aller à la bide. C'était pas... Quel était leur intérêt? Et puis, on n'était pas là pour ça. On était là pour enjoy. On était là pour savoir comment on va aller au night. On était là pour le gars qui t'a fait chier. On était là pour le gars qui t'a un peu embêté. C'est tout, quoi. Donc, j'étais moi, là. C'était mon moi qui était là, mon moi profond qui était là. Et j'étais mon moi professionnel qui était ailleurs. Je me rends compte à quel point on a beaucoup de choses en commun. Et on a cette chose assez triste en commun d'avoir perdu nos mamans. On se dit toujours que c'est trop tôt, mais bon, bah, finalement, voilà, ça arrive quand ça arrive. Beaucoup de gens vivent sans se dire qu'un parent, une mère n'est pas éternelle. Peut-être aussi le lien très fort qu'on a vu avec nos mamans, c'est parce qu'on a été élevés par elles. Maman Albertine, ça fait très longtemps qu'elle a quitté ce monde. Maman, 20 ans l'année dernière. Comment tu vis cette idée d'avoir le cordon coupé à nouveau et cette fois pour de bon et de te dire, ben, elle n'est plus là, tu n'as plus de maman, tu es maintenant seule, vraiment. Et est-ce que ce cordon se coupe vraiment ou spirituellement il reste là quelque part? Il est coupé physiquement, mais il est spirituellement là. Quand je suis au plus mal... Mais qu'est-ce qui change vraiment à partir de ce moment-là pour toi? Ma vie change. J'ai été là, moi, avant mes 33 ans, et là, moi, après mes 33 ans. Parce que ma mère est décédée, j'avais 33 ans. L'âge du Christ. L'âge du Christ, comme par hasard. Le jour où j'ai vu ma mère mourir, pas que j'ai vu ma mère mourir, quand j'arrive, parce que ma tante... Je garde ma mère, je l'emmène à l'hôpital, et puis à un moment, elle dit, je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, non, je veux rentrer à la maison. Mais dans son je veux rentrer à la maison, elle meurt 5 jours plus tard. Tu t'y attends un peu quelque part comme Non, ou pas du tout? Non, pas du tout. Qui était, ah oui, prépare-moi, on fout... une nordiste qui ne prépare pas la sauce d'arachide, c'est qu'elle n'est vraiment pas du Nord. Hein. Prépare-moi la sauce d'arachide avec le poisson fumé, tu mets un peu d'épinards.
Ah ouais, le vrai four, là, avec... Le vrai four avec mifaka, tout ça. C'est pas menine, c'est quoi? Menine, c'est ça, les épinards. Ok. Les épinards, là, c'est pas les épinards. Non, l'homme. Ah, c'est le vrai four. Ah, le vrai four, bien. Menine, ok. Avec menine. Elle me dit, tu me prépares ça, tu me fais la banane pilée, puis tu me fais les tubercules. Ah. Waouh! Et ton dernier repas? La go va mourir la nuit où je pars. Mais elle l'a mangé? Elle a mangé. Elle me dit, bon, tu m'achètes aussi la bière Henken. Appelle-moi ta sœur, donc ma sœur aînée. Walda. Voilà. Et puis son amie, s'appelle Marie-Christine. Elle se reconnaîtra si jamais elle voit ça. Et je prépare. On mange. Vous mangez à 4? On mange à 4. Elle est bien, elle est en forme, elle se lève, on mange bien à table. Et puis ce jour-là, j'ai dit, bon, je dormais avec elle. Parce que quand je voyais que ça allait mal, ça commençait. J'ai envoyé, comme Daisy était à Bordeaux dans à la fac de médecine, j'ai envoyé Lloyd et Jean-François à Sarlat en internat, et ils sortaient les week-ends pour que je puisse mieux m'occuper d'elle. Okay. Et elle me dit ce soir-là, ah non, ma fille, tu es trop fatiguée, tu as trop souffert, rentre dormir chez toi aujourd'hui. Mais là, tu es en France ou vous êtes au Gabon? Au Gabon, si je te dis la veille de sa mort. Okay. Elle me dit, rentre dormir chez toi aujourd'hui. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, tu m'as l'air fatiguée. Donc elle m'avait blagué. Tu lui en veux? J'ai réussi à pardonner, mais je n'ai pas oublié. Tu as l'impression qu'elle t'a privé de quelque chose? Elle m'a privé de quelque chose. Elle m'a dit, non, rentre. Ma soeur était partie, tout le monde était parti, on restait à deux. Elle me dit, non, rentre aujourd'hui chez toi, va te coucher. Tu viens demain. Et le lendemain, vers 7 heures, une de mes tantes, infirmière, qui la gardait le soir, m'appelle. Elle me dit, viens, ta mère a besoin de toi. Elle n'osait pas me dire que ta mère est décédée. Oh non. J'arrive, je trouve ma mère couchée dans son lit. Elle n'est plus. Avec des cotons au nez. Oh non. Je dis, ça c'est quoi ça? Donc, j'appelle ma sœur, et puis voilà. Et la chose qui m'a le plus, c'est pour ça que mes housses de vêtements, je ne prends pas de noir. La société des pompes funèbres est venue avec un sac noir, en plastique, avec une fermeture. Et on a mis ma mère dans ce sac. En fait, je pensais que le monde s'écroulait, quoi. Je dis, mais vous pouvez pas... Oui, t'es préparée, je sais pas, en fait. Même non. qui a appelé ne t'a pas laissé... Ne m'a pas dit. Que tu processes le... Et ils la mettent dans un sac noir, et on met dans un bacard, et puis on l'emmène. Et puis plus de moments. Pas d'examen à faire, plus de... Mais il n'y avait pas... En fait, elle était morte durant la nuit, c'était ma tante qui la trouve là. Dans son sommeil. Après, maigre consolation, c'est peut-être le meilleur endroit où on voudrait partir, chez toi, dans son sommeil. Oui, j'ai compris ça après. Qu'elle voulait mourir chez elle, mais... Seule, digne? Oui, mais je n'étais pas prête. Personne n'est jamais prêt, ils se non plus. Et moi, ce sac noir... La blessure se ferme jamais, le chagrin s'atténue un peu, il y a des moments où on le ressent plus durement. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui se disent que ça n'arrivera pas? Ils n'y pensent même pas, c'est même pas une... c'est la chose la plus douloureuse. Est-ce qu'on peut vraiment s'y préparer? Non. On ne peut pas s'y préparer parce que on se dit que sa mère est éternelle. Je pense que c'est ça qu'on se dit. Ouais. On se dit que sa mère... Mais l'assurance que j'avais quand ma mère était là, mais je pouvais faire tout ce que j'avais, je m'en foutais. Ma mère est là. Mais quand elle est partie, j'ai revu ma manière de vivre. Je n'avais plus de... C'est comme si je n'avais plus d'assiette. Je ne pouvais plus, j'avais plus sur quoi m'adosser. Je n'avais plus... Mais j'ai flotté peut-être pendant 2 ans. Je suis restée là, je me suis dit, mais mince, comment je fais?
Et sans mentir, j'avais un peu mal au cœur de voir les jeunes, les femmes qui avaient leur mère beaucoup plus vieille que la mienne, qui étaient en vie. Ça, c'est un petit côté, j'étais méchante là. Un peu le cœur. Je me suis dit que, mais mince! Quoi? Pourquoi elle? Et pourquoi moi? La mienne est morte jeune, elle avait 56 ans, juste un an de retraite. Est-ce que tu as questionné ta foi ou ton rapport au divin? Ah oui. Des fois, tu es fâché avec Dieu et tu grondes Dieu. Très fâchée. Je n'ai pas pu faire Notre Père pendant au moins 5 ans. Oh. C'est pas que je n'ai pas pu faire parce que je ne voulais pas, je n'ai pas pu faire parce que les paroles ne sortaient pas. Tu sais que je suis une personne de grande foi, mais Notre Père, le petit Notre Père, le simple Notre Père, le b.a.-ba de Notre Père, mon cerveau a bloqué. J'ai dû réapprendre à réciter Notre Père. Qu'est-ce que tu penses que tu n'as pas eu le temps de faire ou de dire à maman Albertine? Elle était restée encore jusqu'à maintenant. Beaucoup de choses. Moi, je sais que j'aurais voulu amener maman en voyage. À Paris, elle lisait beaucoup Paris Mat, Voici, Gala, manger chez Oui, tu vois. Gala. Enfin, et ça comme ça. On avait un jeu, Salut les copains, qu'on lisait. Femme actuelle, Maxime. Femme actuelle, Maxime. Je sais qu'elle était une grande fan de Lady Diana, donc je l'aurais amenée au pont de l'Allemagne. Ouais. L'une des premières choses qu'elle m'a demandé quand je suis arrivée en France à 18 ans, ah, mais fais les photos là où Diana est morte. Je dis, mais bon, c'est glauque en fait. Et j'ai acheté les appareils Jetable là. 24 photos, j'ai tout fait. Qui sortait là qu'on. C'est tellement glauque. J'ai envoyé. Et elle m'a dit, oh, Chérie, bah, tu me fais les photos là où Diana est morte. En fait, maman, c'est très bizarre. Mais je l'aurais amenée sur les traces de toutes les stars qu'elle aimait. Je pense que je l'aurais amenée à un concert de Donna Summer, qu'on appelait Maman la Summer, la adoresse Donna Summer. Je sais pas, j'aurais peut-être amené en croisière. Ouais. C'est juste des choses, des expériences, pas forcément matérielles, mais des expériences. J'aurais voulu que maman ait moins de poids sur les épaules, qu'elle chill juste. Oui. Ou même si elle veut pas avec moi, avec ses copines. Ou oui, qu'on fasse ce qu'on veut, quoi. Oui, juste qu'elle soit la jeune femme qui voit le monde, qui flambe l'argent de son enfant. L'argent de son enfant, et c'est ça. Je pense qu'elle se serait même sentie coupable. Elle a dit, vas-y, maman, fais-toi plaisir. Et plusieurs mois, peut-être jusqu'à 1 ou 2 ans après la mort de maman, des fois, quand je venais en France, je faisais des courses. J'ai acheté des trucs pour elle, je l'appelle, et c'est mon oncle qui décroche parce qu'il a gardé la cible. Ah oui, c'est bien, je raccroche. Parce que pareil, je bloquais, j'acceptais pas l'idée. Ah non. Toi, t'as pas eu le temps de faire quoi et que... Ben, je sais que je l'ai emmené une fois à Paris pour faire ses examens. Ouais, la routine. Une seule fois. Faire les bilans, ok. Faire les bilans. Mais des choses légères, que tu n'as pas eu le temps de faire. J'aurais voulu venir avec elle ici. Parce que ma mère aimait la musique. J'adore la musique plus que tout au monde. Okay. C'est ce que j'ai transmis peut-être par les gènes à mes enfants, mes petits-enfants. Même à vous. Tu as vu quand on est venu dans la voiture, moi la musique, comme on dit la musique adoucit les mœurs, c'est pas une vaine expression, c'est pas un vain mot. Quand tu es mal, quand tu es bien, tu as besoin de la musique. Et ma mère aimait la musique. Et ma mère m'appelait Dalida parce que j'adorais chanter. Mais attends, fais un air de Dalida pendant que tu dis ça. Ah bon, hein? Je dansais le twist. Ok. Ah ben ouais. Oui, tu étais à la fanfare même au lycée. Hein. J'étais majorette. Majorette, ouais. Et j'aurais voulu l'emmener ici, aller au concert, aller sur les Champs-Élysées. Bon, là, j'étais partie avec mon père. Il y avait les 16h le dimanche, le bal pour les personnes d'un certain âge. T'es petite. J'aurais voulu l'emmener là, j'aurais voulu qu'on s'éclate, qu'on soit des copines, on part se promener, on va en croisière. J'aurais voulu lui faire vivre ça. Et à un moment, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'aurais voulu qu'elle bénéficie de cet argent-là. Elle n'a pas vu ton argent? Si, elle a vu, mais pas la mesure. Okay. Pas la mesure de ce que je voulais lui donner. J'aurais voulu qu'elle soit au niveau où elle ne compte plus. J'aurais voulu celle qui reste avec ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants que j'ai aujourd'hui, juste être avec eux, juste leur transmettre peut-être ce que moi je n'ai pas bien compris, affiner ma compréhension des choses, des proverbes, des choses que j'ai analysées à ma manière. Mais c'est vrai que tu as vu une maman douce, c'est ce que je garde de maman Albertine. Elle était, j'ai l'impression que c'était un marshmallow, quelque chose, elle était douce. Ouais. Je sais que de toutes les mamies, alors par mamie, j'entends les cousines, les belles-sœurs de oui, donc oui, ça nous en fait beaucoup. Il y a les mamies quand la feu,
Il y a feu, ouais. Les grondeuses. Les grondeuses, les... Tout le monde, dès qu'elle arrive, tout le monde court, mais on les aime comme ça. Il y a les mamies alcoolo, les Tina Turner. Dès qu'elles boivent, elles insultent tout le monde. Voilà. Aussi, j'étais fan parce que je les trouvais bien. Femmes libérées. Et puis, il y avait les mamies plus effacées, plus en douceur, qui avaient même chez de voix, on dirait qu'elles murmurent. Qu'elles murmurent. Elles te grondaient pas. Ouais. Ou si elles te tapaient, même elles font semblant, comme ça fait juste le bruit. Mamie Isabelle. Mamie Isabelle, c'est ce que j'ai failli dire. Mamie Isabelle et ma mère, elles étaient comme ça. Et il y avait l'autre que tu n'as pas connue, Madame Leflemme, qu'on appelait Maman Isabelle, la mère des Marion. Comment tu remplaces ta figure maternelle? Est-ce que c'est même une démarche chez toi ou tout naturellement, il y a des personnes qui l'ont fait enfant ou depuis, tu vis en disant, je sais, j'ai pas de mère et depuis, je suis un oisillon un peu. J'ai pas de mère. Je trouve un peu le réconfort, c'est pareil, c'est comme chez Maman Isabelle. J'ai trouvé du réconfort chez Maman Za, mais elle est décédée. Ou sinon, je n'ai pas de mère. Et ton rapport avec, du coup, la famille maternelle, il y a une distance qui se crée ou au contraire, tu vas chercher encore le... Non, elle ne se crée pas. Je suis restée, puisque j'ai passé toute mon enfance avec ma famille maternelle, on est resté très, très liés. On est parents. Mais c'est pas ma mère. Elles sont pas mes noms. Je l'ai retrouvée. Tu as vu quand tu savais à la naissance, tu vois quand même pas avec douceur. Et ça me fait pleurer parce que ça me fait de la peine. Je suis contente de recevoir ce qu'elle me donne comme information, l'amour qu'elle me porte. Mais en même temps, ce son de voix me pique. Donc, je suis partagée entre le plaisir de la voir et elle m'a demandé pourquoi tu n'y viens pas souvent me voir. T'es triste, je vais te rassurer. Oui, Julie, parce que j'ai mal de te voir tout de suite. Je suis bien contente de te voir, mais je fais un retour en arrière et je repars très heureuse de t'avoir revue et très malheureuse. Je vais chambouler. Il y a quelque chose que moi j'ai appris sur le deuil. C'était la femme, une tata qui m'avait dit à la mort de maman que c'est à nous d'enterrer nos parents et pas l'inverse. Et si maman avait dû m'enterrer, elle serait morte 2 fois, le jour de ma mort et le jour de la sienne. Est-ce que c'est une sorte de consolation de se dire que, puisque le deuil du parent, il y a celui de son propre enfant, du fruit de ses entrailles, et que quelque part, quand on n'a pas vécu ça, on est quand même chanceux, parce que c'est peut-être la pire chose qui puisse arriver en fait à un humain, d'enterrer la vie qu'on a donnée. Ah, bien évidemment. Je dis, c'est douloureux pour nous parce que bon, chacun a son ressenti, a son rapport avec sa mère. Mais imagine une mère qui enterre son enfant. Je te bois. Ah, c'est ce qu'on nous a enseigné dans nos traditions. C'est inimaginable. Tu te dis toujours, je vendrai la vie pour mon enfant. Imagine, même quand j'ai eu Daisy, quand on lui faisait un vaccin et qu'elle pleurait, je souhaitais avoir moi cette piqûre. Ça fait qu'on a tellement envie de se mettre, de prendre la douleur de son enfant pour soi. Nous avons eu cette chance d'avoir enterré nos parents, nos mamans, d'avoir même les moyens de les enterrer. D'avoir même les moyens de les enterrer que le contraire. Imagine, est-ce que Ruth aurait pu survivre? Je pense après, ils ne vivent plus, ils survivent. Non, c'est même compliqué. Elle va se laisser mourir par quelque chose. Et puis, c'est une forme d'humilité de me dire, comme la mère de ma mère a survécu à la mort de, non pas seulement celle de maman, mais 3 autres de ses enfants, je me faisais petite dans le chagrin, en me disant que jamais mon chagrin n'égalera celui de la femme qui les a mis au monde. Et j'ai essayé très l'attention à ma grand-mère dans ces moments-là, plus qu'à mon propre chagrin, parce qu'elle a aimé maman avant même que moi je le dise. Vraiment, je me suis pas mise à l'écart en termes de douleur, mais je me suis dit, hey, tu veux pas vivre là, vous l'avez vécu parce que vous étiez là. Certainement aussi. Ah non, sans vous, que Dieu me pardonne, imagine celle qui n'a pas eu d'enfant. Parlons de... Vous étiez là,
pour compenser celle qui est partie. Elle est partie par la volonté de Dieu. Heureusement que j'ai mes petits-enfants. Ça, c'est une consolation. Parce qu'on trouve quelque chose. La foi nous donne toujours quelque chose pour tenir. Il faut s'accrocher. Et c'est ça, la foi. Tu t'accroches. Seigneur, tu m'as pris ma fille. Et merci, tu m'as laissé mes petits-enfants. Donc ça, on va dire ça comme ça, en termes, c'est un lot de consolation, mais très fort. Parce que les rapports, même pour te dire que tu as, parce que toi, tu n'as pas encore des petits, c'est on a le temps. Le lien que tu as avec les petits-enfants est différent avec tes enfants. Tu te dis, mon Dieu, merci. Ils sont là, ça apaise la douleur. Comme on dit, quand le cœur chauffe, bois l'eau glacée. Ça diminue la température. J'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu de tradition. C'est une femme qui est très, très ancrée dans sa culture. Est-ce qu'on a dit, tu as été élevée par... tu as grandi avec des personnes âgées qui t'ont transmis un sujet, beaucoup de choses qui font la particularité de qui nous sommes les Bantous, les Fons, les descendants, etc. Comment on concilie ça avec la religion qui a été importée, qui est arrivée après? Je sais que beaucoup de gens ont du mal. Soit on met l'un de côté, soit on refuse complètement l'autre. Et puis, il y a ceux qui arrivent à faire cohabiter et vivre les deux. Il y a un problème qui subsiste chez les Africains, c'est-à-dire que on a deux problèmes. Il faut déjà allier tradition et modernité. Il faut allier religion et ses coutumes et les coutumes ancestrales. Les rites. Ok. Je dis, avant le christianisme et l'islam, mais Dieu existe, Dieu a toujours existé. C'est l'être suprême, Zama. Dans les rites initiatiques, chez nous, par exemple, le bête, on te parle de celui qui a créé l'univers, celui qui a créé le monde. Dieu a toujours existé. Chacun lui a donné un nom. Dans les rites et traditions africaines, chez nous les Français, c'est des principes de sagesse. Zaman no zaman. Zama de Zama, Dieu est Dieu. Peu importe la forme. Maintenant, c'est à toi. C'est une forme de syncrétisme. Il fallait qu'en même temps, tu vas respecter tes valeurs ancestrales. Toi-même, tu sais qu'on ne balait pas chez la vie, non? Mais les enfants, la première chose qu'ils ont voulu faire en venant en vacances, c'est balayer la nuit. J'étais La nuit, mon Dieu. Laissez le balai. On ne balaye une fois pour toutes. Pourquoi balayer pas? Une fois pour toutes. On ne balaye pas la nuit. Pourquoi balayer pas la nuit? Je n'en sais rien. Ah, J'ai l'hérité de ça. Je n'en sais rien. je crois que moi, j'ai une amie qui m'avait dit que, comme elle aime bien la saleté, que ta saleté, en fait, tu la jettes pas de nuit, parce que comme les mauvais esprits rôdent, ils vont les prendre et on peut faire chier. Donc, vaut mieux faire ta pâté dans un Tu coin de la le maison. balai, tu mets dans ces... Mais tu ne jettes pas La journée. Quand même. Moi, on m'a toujours... Depuis que je suis petite, on ne balaye pas. Si tu balayes, tu mets dans un coin de la maison, ça reste là. On n'enlève pas la saleté là. Il y a plein d'autres interdits que nous, on appelle les pieds, comme on ne gronde pas l'enfant la nuit. On ne gronde pas l'enfant la nuit. Chez nous, les descendants, on ne siffle pas à partir de 18 On heures. ne siffle pas quand il fait nuit. Interdit. Ah, Absolu. Ça est l'explication qui ne peut pas être appliquée. Elle est direct. C'est un autre problème. Ça ne se discute pas. Et ça ne se discute pas. Et c'est comme ça. Il y a des choses aussi que d'aucuns vont trouver toxiques. Nyambura mais nyambura, on ne répond pas. On ne répond pas à un grand. Voilà le problème. Dans la tradition, quand un grand te parle, on ne répond pas. Quand on se sert à table, on ne se sert pas en premier. On ne prend pas des gros morceaux. Ça, c'est la tradition. Mais ça n'a rien à voir avec ta foi en Dieu. Tu peux appliquer ça chez toi à la maison. On donne à manger aux ancêtres. Oui. Tu dis, écoutez, tous ceux qui sont morts, voilà, où tu verses pas. Quand on ouvre une bouteille de liqueur, on verse toujours par terre. On leur donne pour donner à ceux qui sont partis. Quand il y a un mariage, on donne à ceux qui sont partis. Mais ça ne veut pas dire que si tu l'as que le samedi, dimanche matin, tu n'es pas à l'église. Ça n'a rien à voir. C'est complémentaire.
L'un n'exclut pas l'autre. Pourquoi doit-on faire une dichotomie entre ces deux aspects de la vie? Il y a tellement de traditions qui se perdent par les circonstances de la vie qui veulent ça, mais je me rends compte que dans notre famille, on les maintient, on y tient assez, on y tient. Par exemple, là, moi, pour me marier, c'était clair que même si on se marie à la mairie en France, il fallait que l'amoureux vienne faire les présentations. Qui allait aller signer? S'il ne serait pas, vous ne seriez pas venu, qui allait faire ça? Et je me souviens d'à quel point, moi, j'étais toute émue, toute contente. Je me dis, hé, Anna, hey. Et tous les autres, tout le monde devait lui compliquer la vie. Alors, je pense qu'il me faudrait des heures pour parler de l'importance du mariage traditionnel. Coutumier, moi, je préfère traditionnel. Ce que ça signifie, il y a tellement de symbolique derrière. La place des femmes quand elles vont et ça, qui dit à quel point chez nous, les femmes ont droit à la parole, même si ce n'est pas forcément en public, parce que les mamans et les tantes ne parlent pas en réalité. Voilà. Elles parlent derrière. Mais qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir? Dans la plupart des maisons que tu vois, que ce soit ici, même si on fait semblant, c'est toi qui vas dire à ton mari, moi je vois que tel candidat peut faire ça, votre boulot. Tu connais le pouvoir silencieux, le pouvoir de la femme, mais tout en étant respectueuse de ton mari. Il y en a qui disent qu'il y a des femmes qui faisaient nommer des ministres et tourner les têtes des... Ça, c'est dans un autre cadre, d'un cadre choisi. Mais je veux dire sincèrement, Mais dans nos coutumes, à quel point les mamans, leur voix porte auprès des époux? Est-ce que c'est derrière, justement? c'est derrière. Parce que dans nos coutumes, on n'a pas le droit à la parole. Comme ça, en assemblée. Au corps de garde. Au corps de garde. Moi, je suis allée au corps de garde. J'écoute. Je suis partie, j'ai demandé, d'abord, je donne ma lignée. Parce que dans le corps de garde, c'est un peu... J'ai posé une amende pour dire que je vous demande l'autorisation. Ah, tu payes pour parler. Ouais, j'ai payé pour parler. J'ai donné des offrandes pour parler. Je viens parler au nom de tel. Je suis la petite fille, l'arrière-petite. Bon, c'est ma descendance. Je vous demande l'autorisation de prendre la parole ici parce que je sais que normalement, je ne dois pas le faire. Le chef du village te dit, OK, tu as fait ce qu'il fallait faire, on te donne la parole. Mais ça ne veut pas dire que dimanche matin, je ne vais pas aller prier. Où est la différence là-dedans? Enfin, qu'est-ce qui est antinomique? Rien du tout. La tradition, tu respectes. La tradition fait de nous ce que nous sommes. La foi fait de nous ce en quoi nous croyons pour une vie meilleure. Faut pas dire que non, comme je crois en Dieu, que je ne vais pas aller. Quand on a immolé le mouton là, c'était à la place de qui? C'est pas une forme de tradition. Quand aujourd'hui, c'est la fin de la tabaski, on immole qui? C'est pas le mouton. C'est pas d'accord là qu'on a la Bible. C'est pas fini. Pourquoi vous voulez opposer des choses qui sont complémentaires? C'est complémentaire. C'est à toi de prendre ce que tu trouves bon Dans la foi. dans la foi, ce que tu trouves bon. Moi, j'ai pas fait de carême chrétien. Il dit vraiment, moi-même, ça là. Moi, je sais que, bon, on vit en Occident, j'essaie de transmettre aux enfants le maximum de choses, mais des fois, ils ont l'impression que je suis dans l'ingérence, mais parce que je me dis, non, c'est comme ça qu'on m'a appris. Ouais. Non, tu n'es pas dans l'ingérence. Tu leur inculques des valeurs. C'est notre devoir quand tu es parent. Dieu t'a donné la chance d'être parent. Tu inculques des valeurs à ta descendance. Maintenant, c'est à chacun de prendre, selon son ressenti, ce qui lui paraît bien ou pas. Ils ont le droit de choisir leur religion. Mais par contre, mes traditions, qui sont mon moi profond, mes valeurs ancestrales, je les transmets. Est-ce que tu Quand connais c'est toi aussi, ceux qui ont de la tradition? Est-ce que tu les comprends? bien, ceux qui ont de leur tradition, oui. Je veux dire que tu as honte de toi. Tu ne t'assumes pas. Dans la vie, il faut s'assumer. Il faut faire des choix. Tu peux avoir honte de tes traditions. Peut-être tu as un problème qui vient de ton subconscient.
tu as peut-être dû vivre des choses qui ne t'ont pas arrangé. Parce qu'il y a le nous, il y a le moi, il y a notre subconscient qui influe sur nous. Est-ce que boy, si l'environnement où ils sont, on a dénigré la tradition, d'où ils viennent, Mais parce qu'on a dénigré ta tradition, tu vas être influencé par ça. Moi, je dis, on ne peut avoir honte de sa tradition que parce qu'on a eu des problèmes, peut-être. Il y a des choses que son subconscient a rejetées et qui ressortent. Je ne suis pas psychanalyste, hein. Mais si tes parents eux-mêmes ont rejeté les traditions, t'en deviens un homme aussi. Mais bien sûr, si tes parents ont rejeté les traditions, ils avaient leur raison. Donc, ils t'inculquent les valeurs qui sont les leurs. Et tu suis. Maintenant, avec le temps, tu es libre de te créer tes valeurs aussi. Tu penses qu'aujourd'hui, les détourneurs de fonds, là, les parents ont dit qu'aller voler l'argent de l'État? Non. Non, non, non. Les biens étaient les biens communs de la communauté. Mais ils sont aussi dans un environnement où on banalise ça, donc après, ça devient leur norme. Mais c'est ce que j'ai dit, que chacun se crée ses normes. Tu as les normes qui sont pour nous, on va dire, des acquis, non, des innés. Maintenant, il y a les acquis de la société, de l'environnement. Qu'est-ce que tu veux faire si tu es homme de peu de foi? Pour les épiques, tu ne voleras pas. On t'a dit d'aller voler l'argent d'État pour aller faire tes choses, aller construire tes châteaux, au lieu de faire les hôpitaux. À quel moment tu ne voleras pas veiller? Tu ne commettras pas une adultère. Tu vas prendre la femme de ton frère. Même dans nos traditions, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent entre les traditions et la religion. Tu vas honorer ton père et ta mère. Ça, c'est dans la Bible. Je parle des 10 commandements, de ce que Moïse nous avait ramené. Est-ce que ce n'est pas ça qui est dans nos traditions? Non. Tu vas honorer ton père et ta mère. Toi, tu penses que nos traditions, qu'est-ce qu'on dit? Toi, tu viens insulter ton père, ta mère, la frapper, parce que tu rentrais dans des choses... Moi, je ne vois pas trop. Enfin, de mon point de vue, pourquoi moi je m'en sors? Je sais faire la différence de l'un et de l'autre. Je prends ce qui est bien de chaque côté. Et je suis moi, entière. Je suis une personne structurée, entière. Je sais ce que je prends, je sais ce que je ne prends pas. J'aimerais qu'on reparle de la maternité. Tu as dit tout à l'heure que tu as eu des ta fille aînée, tu avais 17 ans. Tu as eu deux enfants, donc un qui ici. Ensuite, tu as eu un dernier dans la quarantaine, entre 44 et 45 ans. Tu portais d'ailleurs être malade. En fait, tu étais enceinte. Franchement, d'être de l'opposé. Oh, plus. Comment tu vis ces deux expériences dans cette première maternité qui définit, change tout, oriente tout, le cours de ta vie, du coup? Et cette dernière maternité, est-ce qu'elle est plus facile, plus difficile à cause des risques liés à la grossesse qui est dite gériatrie? Est-ce qu'au contraire, tu maîtrises tellement de sujets que puis c'est noble, en plus, tu es pleine d'argent, donc tout va aller bien? Est-ce que cet enfant est quelque part, pas plus précieux, mais tu sais aussi qu'il est le dernier, le fameux bébé Chakama? C'est en fait, j'ai vécu deux expériences différentes. Quand j'ai Daisy, je suis au lycée, je suis un enfant. Daisy, je l'ai toujours appelé l'enfant. Daisy est toujours pour moi l'enfant de l'enfant. J'étais encore un enfant quand j'ai eu Daisy. Daisy m'a donné la niaque. Daisy a fait de moi la femme que je suis, la femme forte que je suis. Elle est Dries médecin, elle est médecin, Dieu merci. Daisy a fait de moi la femme qui n'a peur de rien, qui doit se battre pour sa progéniture. Et elle n'a peur de rien. Elle n'a peur de rien. J'ai pas peur de quoi que ce soit. S'il faut que j'aille me battre parce que mon enfant doit faire ça, j'irai le faire. Daisy est née, je me suis battue. Daisy m'a donné la force. Et ensuite arrive Junior. Bon, ces deux frères, je suis en pleine expansion de mon statut social et professionnel. Eux, pas de problème. Je les emmenais au bureau pour te dire, travailler. J'avais ma place dans une pièce annexe dans mes collègues. Quand je travaillais, il fallait faire les comptes, les bilans, bien discuter. Je les mets là, ils dorment là. Le matin, quand j'ai fini de travailler à 2h du matin, je les emmène, il fallait qu'ils aillent à l'école. Après, quand j'ai vu que c'était trop compliqué, je les ai mis en pension avec lui. Ils étaient en pension le week-end et sortaient ils étaient en pension la semaine et ils sortaient le week-end. Et puis après, 17 ans, pas d'enfant. Je suis une famille. Je pousse dans mon évolution, j'ai construit, j'investis, je travaille pour laisser aux 3 enfants quelque chose.
Bima, me voilà. Plus de règles. Je suis ouf, enfin. Libéré, posé, libéré des... Et puis, je viens voir mon médecin, mon gynéco, qui est là. Bah, allez. Je dis, bon, mais docteur, c'est bizarre, j'ai pas de de chaleur, j'ai rien. J'ai pas les... Je m'informe quand même. J'ai pas les signes les signes de ménopause. Mais j'ai mes copines qui ont 42 ans. Quand j'avais 44 ans, je dis, j'ai pas de signes de ménopause. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon. Je vois le gars dur sur mon ventre. Après, il me dit, asseyez-vous. Vous êtes prête à entendre ce que je vais vous dire? Il dit, c'est, j'ai un cancer. Donc, quand j'ai un cancer, il me dit, recouchez-vous. Il me remet le fait. Je vois quelque chose qui est en train de jouer dans mon... Avec dans mon ventre. Parce que d'abord, la première fois, il n'a rien mis. Il voulait voir un monsieur qui s'agite, enfin quelque chose qui s'agite dans mon ventre. Je lui dis, mais ça c'est quoi? Oui, mais en même temps, tu es mariée, donc à probabilité. Oui, mais non, mais attends, j'ai 44 ans. Bon, j'ai 3 enfants, le dernier a 17 ans. Madame, vous êtes enceinte. Je dis, pardon. Il me dit, vous êtes enceinte. Attendez, à votre âge, vous avez le droit de faire une interruption de grossesse. Et seulement, il faut qu'on nous fasse l'analyse du liquide amniotique. Amniotique. Maman regarde la seringue. Vous avez un grand garçon en bonne et due forme. Il y a pas de problème en bonne santé, mais il nous paraît grand par rapport au centimètre. Et ça veut Junior, il a 2,08 m. Je suis surprise. Ma vie est tournée parce que je revois mes plans. C'était pas cela mes plans. Les plans étaient autrement. Bon, le bébé les couche. Comment vous appelez, le pourceau de maternité n'était plus les mêmes. Tout a changé. Les biberons ont changé. Le lait a changé. Je deviens maman pour la 2e fois de ma vie. Alors, c'est la 4e. Alors que c'est ma 4e grossesse. J'étais maman de l'enfant. Je suis maintenant maman de mon sac. Mon sac à main. C'est pas préparé. Les plans de Dieu. Les plans de Dieu, comment le Seigneur sont insondables. Elles sont tellement insondables qu'il fera aussi en sorte que ton mari décède. Il en est ici. Tu as un tout petit bébé. Elle va faire 20 ans bientôt. Ta vie a été encore un long chemin, pas toujours tranquille. Et pourtant, tu tiens solidement debout et tu es toujours disposé à essayer, à aller de l'avant, à partager. Qu'est-ce qui fait que tu ne lâches rien? Parce que la Bible dit que la vie donne les plus grosses épreuves. Tu dois aller pleurer d'assez ça, d'assez voilà. C'est ça. Mais au moment, on n'est pas fatigué aussi de se battre. Tu ne fatigueras jamais. Et là, tu te bats quand même à cette stabilité-là. Je me repose. J'ai envie de vous voir grandir. J'ai envie que tu m'appelles. Je reçois l'hypersol. Est-ce que je suis pas là? Je rentre à 20h. Est-ce que tu peux me dire simple? J'ai envie d'être là pour ça. Ça, tu aimes recevoir, c'est clair. Et je pense que tu l'as transmis à toutes, jusqu'à tes petites filles, d'ailleurs, l'art de la table, de recevoir. Ben oui. Quiconque a mangé à ta table s'en souvient pendant longtemps. C'est ça, mon dernier conseil. C'est-à-dire que j'ai envie de mourir en paix en me disant, je me suis battue. Je vais léguer à ma progéniture les acquis que Dieu a pu me permettre d'avoir. Mais qu'est-ce que tu as le sentiment de ne pas avoir fait? Et peut-être que tu as encore le temps de faire que tu t'y mettais? Ou c'est pas regret? Je fais moulou. Ce que je n'ai pas fait, que j'ai pas fait. J'ai des enfants adorables. Je me suis battue pour qu'ils aient une bonne éducation. J'ai des enfants de bonne moralité. J'ai des petits-enfants de bonne moralité. Dieu m'a fait grâce. Dieu a posé sa main sur moi. Je lui suis éternellement reconnaissante.
Il a complété ce que j'ai pu avoir de ma culture de femme africaine. Et aujourd'hui, je veux profiter de la vie tranquille. Professionnellement, en tout cas, tu as tout accompli, tu n'as plus rien à te prouver. Politiquement, est-ce que tu penses que tu aurais pu influencer peut-être le destin des femmes, les droits des femmes, ou quelque chose? Est-ce que tu penses que tu as joué ta partition jusqu'au bout? Non, on me l'a causé. Et ça, si j'ai un regret, merci. Peut-être ça? Ouais, si j'ai un regret, c'est peut-être ça. Parce que ma vie politique et professionnelle, Ton engagement? mon engagement politique et professionnel s'arrête quand on m'écarte du Gabon parce que je n'ai pas soutenu le président Ali Bongo, le candidat Ali Bongo. Et je l'ai fait par conviction. Et jusqu'aujourd'hui, je le referai toujours. Je ne suis pas quelqu'un, tout le monde le sait. Non, c'est une femme de conviction. Je suis une femme de conviction, je ne tourne pas la veste pour un oui, pour un non. On m'aurait laissé faire mon travail, peut-être continuer à faire ce que j'avais. Regarde, j'ai même fondé une association, mais à cette époque-là, personne n'a voulu m'accompagner. Et pour aider, pour parler de la question de la santé, De la santé mentale qui sévit. Beaucoup de femmes en souffrent, quoi. Mais personne n'a voulu m'accompagner. Mais c'est pas viendra. J'aurais voulu apporter ma pierre à l'édifice. En faisant quoi? En aidant les femmes. Les femmes ont beaucoup de problèmes. Les femmes ont beaucoup de problèmes qui sont tues, qu'on étouffe. est-ce que ces périodes de l'ignorance, ils les gardent aussi parfois aux mêmes endroits? Toi, tu as eu cette chance d'avoir étudié, d'avoir voyagé, d'avoir travaillé, d'avoir... Peut-être tu es plus sachante de beaucoup de choses et tu as pu te protéger déjà matériellement. Je pense que pour une femme âgée de liberté financière, elle est plus libre aussi de ses mouvements. Est-ce que c'est pas ça aussi qui met en 16 sur les femmes, notamment en Afrique? Ah oui, mais il y a aussi la société qui pèse sur les femmes. Ok. Je veux dire, quand on part du postulat qu'une femme qui a divorcé est une varia, D'après qui? et d'après la société africaine, est une paria, est une femme sans conviction, est une femme de peu de vertu. Est-ce que tu gars, elle n'a pas fait comme nos mamans qui sont restées là, même si son mari l'a trompée, même si son mari est parti, même si son mari a fait quoi, elle devait supporter. Mais supporter quoi? Supporter le mental, on le supporte ou bien il s'impose à toi? Est-ce que tu peux gérer ton mental à un certain niveau? Est-ce qu'il faut supporter l'infidélité parce que tu dois rester marié? Est-ce qu'il faut supporter la violence conjugale parce que tu dois rester marié? Il faut à un moment faire un choix. Le seul choix qui vaille la peine, c'est de t'aimer. Aime-toi, toi-même. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne t'aimes pas. China, si je n'avais pas de l'argent, je ne pourrais pas t'aimer. Il faut s'aimer pour aimer l'autre. Et peut-être aussi, il faut s'aimer pour arrêter d'aimer celui qui ne nous aime pas. C'est pas pour arrêter d'aimer celui qui ne nous aime pas. Ça veut dire que celui qui ne t'aime pas, tu ne le calcules pas. Non, tu peux dire du mariage, c'est que Non, je me dis par là, quand tu dis que tu ne le calcules pas, ça veut dire que tu choisis un autre chemin. Pourquoi? Pour éviter les problèmes. Beaucoup de femmes qui ont des problèmes de dépression mentale, c'est souvent dû au couple. Tu n'avais pas accepté cette charge mentale. Peut-être c'est toi qui rapportes de quoi manger. C'est toi qui es frappé, maltraité. C'est toi qui es maltraité physiquement, maltraité moralement, maltraité par ta belle famille. Et tu dois rester là parce que tu dois être madame. Je suis désolée. Ce n'est pas ma philosophie. J'ai dit à Christophe, bon mari. le jour Oui, j'entends. où j'entends, Moi, c'est la première fois que tu l'as vu. la première fois que je l'ai vu, j'ai dit quand je te regarde, bon, avec ma fille, le jour où je vais entendre, même si elle se cache, je saurai. Ça va que ce jour-là, elle est partie. Tu n'es pas la mère qui encouragera sa fille. Ah non, pas du tout. supporter. Moi, à mon âge, jamais ne m'a levé la leçon.
Et je ne l'admettrai jamais. Tu vas rester là pour ça? Je suis désolée. On se choisit d'abord. On s'aime d'abord. Faut être égoïste. C'est pas de l'égoïsme. Mais quelque part, il faut appeler un coach humain. Je dis, oui, on peut appeler ça comme ça sous une autre forme. La vie n'a pas de prix. Il n'y a rien de nouveau. Elle est belle. Vivons-la sans se compliquer. Peu importe ce qui arrive, aimons-nous d'abord. Choisissons-nous d'abord. Parce que nous sommes importantes aux yeux de Dieu. Et Dieu nous le rend. Tu résumerais arrête de Léo Gentil à quoi? Les 3 mots que tu fais là, de la femme que tu es devenue. La femme que je suis devenue est une femme qui donne de l'amour. Amour est une femme qui respecte ses traditions et religions. Ça fait presque 3. Amour, premier chauffe. Et une femme qui s'aime. Amour, toujours. Donc, on va dire ça. Et 3, une femme qui ne va dépendre de personne. Matériellement. Matériellement, parce que c'est une forme de chantage. Beaucoup de femmes ne partent pas parce qu'elles n'ont pas de quoi survivre. Donc, si je te résumais, tu es amour, tu es indépendance, réussite en tout cas. Et l'autre était quoi à la fois? Tradition. Tradition, respect. Avoir des principes. Ces principes à soi qu'on se forge. Pas les principes que tu répètes sans y croire. Et tu les traduis comment, toi? C'est-à-dire que nous sommes tous des particules individuelles, uniques. Chacun est un. Peu importe si amour ou pas, nous sommes tous des êtres. On est 8 milliards. Nous sommes 8 milliards de personnes différentes. Et chacun compte. Et chacun compte. Je t'en prie.